En ce moment même, il y a des millions de personnes qui sont assises dans des boîtes en métal. Des boîtes d'une tonne et demie qui sont propulsées à 80 ou 100 km/h et à juste quelques centimètres les unes des autres. Ouais, c'est une image assez terrifiante quand on y pense comme ça. Mais grave. Et le plus fou dans tout ça, c'est que la plupart de ces conducteurs, ils manipulent ces engins de mort tout en pensant à leur liste de courses, ou en écoutant de la musique, ou, et ça c'est le pire, en regardant un écran de téléphone. C'est clair. On accorde une confiance totalement aveugle à des parfaits inconnus pour ne pas nous tuer, en fait. Exactement. Et pourtant, notre toute première réaction dans les embouteillages, c'est toujours l'agacement. On râle contre les autres, on peste contre la circulation en oubliant un détail qui est quand même super ironique. Qui est-ce que, pour tous ces gens autour de nous, la circulation, c'est nous? Voilà, c'est exactement ça. C'est nous le problème, du point de vue des autres. Et cette dissonance, c'est le point de départ de notre plongée en profondeur d'aujourd'hui. On va faire abstraction de tout le reste pour se concentrer sur une seule analyse vraiment pointue. C'est une analyse qui vient du livre Ar-Rejhar, c'est Exainik de Saed Abdulhakim. Ouais, et plus précisément, on va se focaliser uniquement sur le chapitre 6 qui s'intitule « Le miroir que nous évitons ». Et le but ici, c'est vraiment pas de faire une révision ennuyeuse du code de la route, hein. L'objectif, c'est de comprendre l'architecture mentale de nos comportements au volant. Pourquoi est-ce que c'est si viscéralement difficile, tu vois, de passer de ce blâme rassurant des autres à la responsabilité personnelle pure et dure? Et Hakim, il attaque cette question en plein cœur dès le début du chapitre. Il s'en prend à notre réflexe de défense le plus courant quand on parle de danger sur la route, la fameuse phrase qu'on entend absolument partout. Bah oui, le classique, le gouvernement devrait faire quelque chose. C'est ça, c'est le bouclier ultime. En pointant du doigt une entité lointaine et abstraite comme l'État, on s'achète une innocence instantanée. Ouais, c'est super confortable, ça coûte zéro énergie. Absolument aucune. Et ce qui est soulevé dans ce chapitre, c'est l'hypocrisie fulgurante de cette posture. Parce que, en fait, cette indignation, elle sort très souvent de la bouche de personnes qui, dans la même matinée, ont brûlé un feu rouge parce qu'ils étaient en retard. Ou qui roule à moto avec le casque accroché au coude. Ça, je le vois tout le temps. Mais oui. Ou qui tapent un message à 60 km/h. L'auteur rappelle une vérité physique toute bête, en fait. Un gouvernement, il peut injecter des milliards pour construire des routes parfaites, mettre des radars, mais il n'a pas des bras assez longs pour s'introduire dans ta voiture et ranger ton téléphone dans la boîte à gants. Tu sais, ça me fait penser à une dynamique qu'on voit pas mal dans le domaine du fitness. C'est un peu comme quelqu'un qui débourserait une fortune pour un personal trainer d'élite. Ok, je vois l'image. Et cette personne se plaint à tout le monde que le programme marche pas, qu'elle perd pas un gramme, alors que le soir, elle est affalée sur son canapé en train de manger des pâtisseries en cachette. C'est une super analogie. Bah ouais, le coach, comme le gouvernement en fait, il fournit la salle de sport. Il donne le planning, les règles, mais la fin de la journée, le coach, il peut pas faire les pompes à ta place. Il peut pas contracter tes muscles. Exactement. L'infrastructure externe, elle remplacera jamais l'infrastructure morale interne. On a en fait externalisé notre propre sécurité. On attend qu'une espèce de force magique nous protège de nos propres mauvaises décisions. Ce qui soulève une question presque existentielle. Si le danger vient de nous, est-ce que ça veut dire que le cerveau humain est juste trop rebelle ou indiscipliné par nature pour suivre des règles? Et c'est là que le texte prend une tournure hyper intéressante. Parce que l'auteur répond par un non catégorique. On n'est pas incapable de discipline. Et la preuve la plus massive de ça, c'est ce qu'on a tous vécu pendant les confinements de la pandémie. Ah, la pandémie. Ouais, c'est vrai que c'est un bon exemple. C'est un laboratoire à ciel ouvert pour les sciences comportementales. Pensez-y un instant. Des populations entières qui, d'habitude, détestent changer leurs petites habitudes, elles ont modifié leur mode de vie de façon sismique, du jour au lendemain. C'est vrai. On s'est enfermé chez nous, on a mis des masques, on calculait les distances dans les magasins. Et le niveau de conformité à ces règles, il était stupéfiant, bien au-delà de ce que n'importe quel ministère des Transports pourrait espérer pour la route. Ouais, mais attends, je t'arrête 2 secondes. Je comprends l'argument, mais est-ce qu'on n'est pas en train de comparer des pommes et des oranges, là? Comment ça? Un virus mondial inconnu, c'est une menace digne d'un film d'horreur. C'est invisible, ça sature les hôpitaux, alors que la voiture, c'est genre l'objet le plus banal du monde. C'est juste pour aller chercher du pain, quoi. Le niveau de terreur a rien à voir. Mais c'est une distinction cruciale, et c'est justement cette perception altérée du risque que l'auteur dissèque. Pourquoi le virus terrifie alors que la voiture rassure? C'est le phénomène de l'habituation. L'habituation? Oui, la banalité que tu pointes du doigt, c'est le cœur du problème.
La route est meurtrière précisément parce qu'elle est quotidienne. Le cerveau humain, il ne peut pas fonctionner en état d'alerte maximale en permanence, sinon la charge cognitive serait insupportable. Donc, il normalise le danger. Ah, je vois. En gros, le cerveau éteint l'alarme incendie parce qu'elle sonne tous les matins sans qu'il y ait de vrai feu. C'est un super résumé. Quand un individu conduit 1000 fois en envoyant des textos et qu'il rentre chez lui en vie, son cerveau n'enregistre pas ça comme un miracle d'avoir survécu. Il l'encode comme une preuve de compétence. Ah ouais, le fameux biais du survivant? Exactement. L'absence de conséquences négatives immédiates fabrique un faux sentiment de sécurité, un sentiment d'invincibilité même. Pendant la pandémie, notre instinct de préservation était activé parce que la menace était nouvelle. Sur la route, cet instinct est complètement anesthésié par l'habitude. Donc c'est pas qu'on manque de discipline, c'est que notre perception du risque est complètement cassée par la routine en fait. Voilà, c'est l'illusion de la maîtrise. Notre propre expérience de survie devient le piège cognitif qui nous rend négligents. C'est fou. Et du coup, le livre avance une deuxième preuve de notre capacité à être exemplaire, même dans des situations banales. C'est le phénomène de l'amnésie géographique, c'est ça? Oui, le concept d'amnésie géographique. C'est un des points les plus révélateurs du chapitre. Prends un conducteur moyen. Chez lui, il prend des libertés avec le code de la route, il glisse sur les stops. La limitation de vitesse, c'est juste une suggestion pour lui. Ouais, on connaît tous quelqu'un comme ça, voire on l'a tous un peu fait. Mais mets ce même individu dans un avion et fais-le atterrir dans un pays étranger réputé pour la sévérité de sa police. Dès qu'il s'assoit dans la voiture de location, une métamorphose s'opère. Ah mais tellement! Le citoyen rebelle se transforme direct en paragon de vertu. Il vérifie ses rétros, il roule pile à 80, le téléphone est rangé au fond du sac. Capable de faire ça là-bas, pourquoi cette discipline s'évapore à l'instant même où il passe la frontière pour rentrer chez lui? Ouais, c'est pas une perte de mémoire. Non, ça se trouve dans ce que l'auteur appelle la permission culturelle. En fait, notre environnement social murmure constamment à notre oreille ce qui est toléré et ce qui ne l'est pas. Donc à l'étranger, l'environnement dit clairement « ici, tu rigoles pas avec la règle ». C'est ça. Pour éviter la sanction, l'individu s'adapte, il adopte un comportement que Hakim appelle un rented behavior, un comportement loué. J'adore cette expression de « rented behavior ». C'est trop sain. En fait, le gars n'a pas du tout internalisé la sécurité, il a juste signé un contrat de location temporaire avec la bonne conduite, juste le temps de ses vacances. C'est exactement la nature du rented behavior. La bonne conduite appartient pas au caractère de la personne. Elle appartient à l'environnement répressif du pays. Et comme n'importe quelle voiture de location, on rend les clés et la bonne conduite au comptoir de l'aéroport avant de repartir. Et de retour à la maison, on retrouve nos potes, notre environnement familier, où la permission culturelle d'être un peu négligent est accordée. On sait qu'on ne sera pas jugé sévèrement, parce que tout le monde fait un peu pareil. C'est ça, et c'est glaçant quand on y réfléchit. Cette fameuse permission culturelle, elle n'est pas sans frais. C'est elle qui pose les bases des tragédies quotidiennes. Et le livre, il s'arrête pas à la théorie. Il montre ce qui se passe quand cette illusion d'invincibilité se fracasse contre le monde réel. Et la réaction de la société face à ces drames, c'est super frustrant à lire. L'auteur décrit un cycle vraiment clinique. Une boucle d'indignation publique qui s'enclenche après un accident grave et qui dure en moyenne 4 jours. 4 jours, ouais. Le premier jour, c'est le choc viscéral. Le deuxième, les familles dévastées cherchent un coupable. Le troisième jour, la machine médiatique s'emballe. Les politiciens réclament des lois plus dures à la télé. Le quatrième jour, c'est les réseaux sociaux qui s'enflamment avec des débats hyper houleux. Et le cinquième jour, plus rien. Le silence total. Une nouvelle actu chasse l'ancienne, l'attention s'évapore, et on retourne tous à nos nouvelles habitudes sur les mêmes routes. C'est tragique. Et pour illustrer ça, le livre donne un visage à ces statistiques à travers une histoire vraie, celle d'un frère et d'une sœur. Ouais. Cette histoire m'a vraiment marqué. C'est un cas d'école de cette collision entre notre besoin de validation sociale et, la physique. Ces deux jeunes étaient sortis tôt un matin. Leur but, c'était pas d'aller d'un point A à un point B. C'était de faire un reel, une vidéo pour leurs réseaux sociaux, depuis la voiture. Donc toute leur attention était sur l'écran, le cadrage, les likes potentiels. Et l'ironie macabre, c'est que notre cerveau est programmé pour chercher cette dopamine des réseaux. Sauf que, pendant qu'ils géraient leur image numérique, ils manipulaient physiquement un projectile d'acier d'une tonne. Et à cause de cette distraction, ils ont percuté de plein fouet un jeune homme en scooter, à livreur. Ouais.
Et le contraste que dresse Hakim ici est vraiment déchirant pour montrer la valeur de ce qui a été détruit. Ce livreur, c'était pas juste un dommage collatéral. Le texte explique que sa mère gagnait sa vie en faisant des ménages. Elle a économisé pièce par pièce, elle s'est usée la santé pour lui offrir une éducation. Toute cette résilience, tous ces sacrifices, annihilés en une seconde pour une vidéo de 15 secondes. C'est le choc brutal entre l'univers du divertissement et la physique. L'inertie, la masse, tout ça ne fait aucune différence entre une cascade de cinéma et la réalité crue de l'asphalte. Ouais, la physique s'en fout de ton nombre d'abonnés, quoi. Et c'est là qu'on voit à quel point le cycle d'indignation sert à rien. Face à ce drame, les gens sur Internet hurlent au scandale, mais l'auteur pose une question qui dérange. Laquelle? Parmi tous ces gens qui ont tapé un commentaire indigné le soir depuis leur canapé, combien ont pris le volant le lendemain et ont répondu à un SMS en conduisant? Ah oui, c'est ça la vraie question. C'est la métaphore du feu d'artifice dont on parlait avant d'enregistrer. L'indignation publique de 4 jours, c'est comme un feu d'artifice. C'est super bruyant, c'est hyper lumineux, ça capte l'attention de tout le monde. Mais quand l'explosion est passée, tu regardes le ciel et il reste rien. Juste de la fumée. On n'a rien construit au sol pour empêcher le prochain accident. C'est une excellente image. L'indignation, c'est vraiment la fumée qui masque l'inaction. Si la colère sociale échoue à changer la culture de la route, c'est qu'on cherche la solution au mauvais endroit. Faut changer d'échelle en fait. Exactement. Le levier de transformation, il n'est pas au Parlement ou sur les plateaux télé. Il est au micro-niveau, dans nos téléphones, dans nos salons, avec nos proches. Ce qui nous amène direct à la conclusion de ce chapitre 6. L'auteur affirme que l'unité de changement la plus puissante, c'est pas le gouvernement, ni les influenceurs. C'est le petit groupe de 5 personnes, notre cercle intime. C'est la base de la mécanique sociale. La sociologie montre qu'on est programmé pour chercher l'approbation de nos pairs directs. La famille proche, les meilleurs potes, le groupe WhatsApp. C'est là que les normes sont validées ou rejetées. Donc, concrètement, si quelqu'un envoie une vidéo de lui en train de rouler à 150 sur l'autoroute dans le groupe familial et que tout le monde répond avec l'emoji flamme ou des rires, Eh ben, on vient de valider son comportement. On lui renouvelle sa fameuse permission culturelle d'être un danger public. ce silence ou ce rire, c'est une armure psychologique pour lui. Absolument. Mais l'auteur propose une tactique hyper simple pour casser ça. Il suffit qu'un seul membre de ce groupe de 5 décide de briser la chaîne. Au lieu d'un emoji, cette personne écrit un texte sobre, sans agressivité. Juste, ça aurait pu être le dernier matin de quelqu'un. Waouh! Boum! L'ambiance chute d'un coup, quoi. Et c'est ça le but. Ça provoque un vrai court-circuit cognitif chez celui qui a posté la vidéo. Le rire s'arrête net? Ça crée un inconfort immédiat dans le groupe. C'est pas une réprimande légale, c'est émotionnel. Le consensus est brisé et la permission culturelle est révoquée en temps réel. La personne réalise que ses potes trouvent ça irresponsable et pas du tout audacieux. Ok, je me mets à la place de l'auditeur qui se dit « super la théorie, mais dans la vraie vie, comment je fais ça sans passer pour le gros rabat-joie? Le mec qui ruine mon ambiance et qu'on n'invite plus aux soirées. » C'est un vrai frein, la pression sociale est énorme, mais Hakim insiste sur la nuance. L'idée, c'est pas de faire la morale en citant le code pénal. Donc, on joue pas au juge. Non, l'intervention doit venir d'une préoccupation authentique. Ce n'est pas dire « t'es un mauvais citoyen », mais plutôt « j'ai une peur pour toi » ou « j'ai envie de te revoir en un seul morceau ». C'est pas pointer du doigt, c'est tendre la main en fait. Vous avez mis le doigt sur la bascule du livre. C'est le passage de la conformité au caractère. La conformité, c'est obéir par peur de l'amende, mais elle disparaît sans surveillance. Le caractère, c'est agir de manière sûre parce qu'on valorise la vie humaine. Quand on intervient avec bienveillance, on nourrit le caractère de l'autre, pas sa peur de l'autorité. Exactement. C'est profond. Si je mets ma ceinture juste parce que Waze m'annonce un radar, je suis juste un hypocrite en plein haunted behavior. Mais si je force mon pote à lâcher son téléphone parce que je tiens à lui, je forge une vraie culture de la sécurité. Pour synthétiser ce chapitre 6, la différence entre un délinquant routier et quelqu'un qui sauve des vies, c'est pas le code de la route. Tout le monde connaît la signification d'un feu rouge. C'est un choix d'identité. Qui tu décides d'être quand il n'y a pas de police et pas de caméra? C'est vraiment un appel à arrêter d'attendre que l'État nous sauve. Le miroir que nous évitons, c'est le reflet de nos propres compromis quotidiens. Faut regarder ce reflet en face. Et le changement de paradigme, il viendra des conversations courageuses et parfois inconfortables dans nos espaces privés. C'est une analyse qui remet vraiment les choses en perspective. Et pour terminer cette plongée d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on laisse ceux qui nous écoutent sur une petite réflexion. On juge souvent l'avancée d'une société sur des trucs macro, genre l'IA ou l'espace. Ouais. Mais si on suit la logique de Sayed Abdul Hakim, peut-être que notre conduite quotidienne, c'est le vrai test moral de notre époque. Et ça me fait penser aux voitures autonomes qui arrivent.
Bientôt, la machine conduira à notre place. C'est vrai, ça va tout changer. Mais si notre comportement au volant, c'est une des rares occasions d'exercer cette discipline non surveillée envers des inconnus, qu'est-ce qui va se passer pour notre caractère quand on déléguera tout ça à un algorithme? C'est une excellente question. Est-ce qu'en lâchant le volant, on risque pas d'atrophier ce petit muscle de l'empathie et du contrôle de soi? Bref, voilà de quoi occuper vos pensées lors de votre prochain trajet.